1, c'est parti. Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur la digitalisation de la connaissance client. L'objectif, c'est un peu de défricher ces notions qu'on entend parler de plus en plus. J'aurai le plaisir de m'accompagner sur ce webinaire 3 intervenants. Florentin Thévenet, Compliance Associate chez PAI Partners, Nabil Assoumi, Sales Enablement Risk Director chez Refinitiv, et Benjamin Manivit, Head of Compliance, China Construction Bank Europe, basé à Paris. Je tenais à remercier tout particulièrement aussi Sophie Mézard pour l'organisation de ce webinaire. Il y a beaucoup de travail derrière tout ça, donc un grand merci Sophie. Voilà. Nous allons aborder 3 thèmes principaux. Tout d'abord, les perceptions courantes de l'automatisation. Ensuite, la digitalisation du KYC, les contraintes et les opportunités que ça offre. Et la partie utilisation des API dans les processus de connaissance client. On terminera par un cas pratique que nous présentera Florentin Thévenet sur cette partie-là. Sur la partie sondage, voilà, vous verrez, il y a, sur les 3 grandes parties, on a intercalé un petit sondage. Ça vous prendra 5 secondes. Merci d'y répondre. Ça nous permettra d'ouvrir un peu plus le débat en fonction de vos réponses. Voilà. Question pratique. Donc, vous pouvez utiliser la barre d'outils dans le bas de votre écran pour accéder à toutes nos ressources concernant le webinaire, telles que les biographies des intervenants, les supports techniques, la documentation, les enquêtes de satisfaction. Vous pourrez également répondre à cette enquête à tout moment, soit lors du webinaire ou à la fin du webinaire. Voilà. Vous pouvez également nous poser vos questions dans la boîte de dialogue Q&A, Question and Answers, et nous y répondrons à la fin du webinaire. Donc, si on n'a pas le temps de répondre à l'ensemble des questions, sachez qu'on vous répondra par email. Voilà. Rapidement, un petit panorama de ce qu'on va aborder. Voilà, on a vu depuis de nombreuses années que tout ce qui était les thématiques KYC, LCBFT, SAP 2, Trade Finance, Transaction Screening, Monitoring, voilà, il y a énormément de changements réglementaires, de pression réglementaire autour de tous ces sujets. Vous faites face à toutes ces obligations et ça impacte majoritairement les processus de connaissance client. Donc ça alourdit depuis de nombreuses années, ça alourdit tous ces processus en interne. L'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de défricher un peu cette partie-là et voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer cette expérience, principalement au travers de l'automatisation et de la digitalisation. Sur le premier thème qu'on va aborder, les perceptions courantes de l'automatisation et de la digitalisation. Alors évidemment, c'est des concepts qu'on entend beaucoup parler, mais concrètement, de quoi parle-t-on? Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça s'arrête? Peut-être, je fais juste une petite aparté. L'automatisation, ça a pour but de réduire ou de rendre inutile l'intervention humaine, et en particulier celle à faible valeur ajoutée. C'est aussi une transformation du processus existant, de façon à l'améliorer. L'objectif, évidemment, c'est d'économiser l'intervention humaine sous toutes ses formes. Dans beaucoup de cas, ça ne va pas remplacer tout le processus. C'est souvent plus de l'aide à la décision, mais on verra ça. On va commencer par Florentin. Sur cette partie, Florentin, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quelles est selon vous les perceptions courantes? Alors, en termes de perception courante au niveau de l'automatisation et de digitalisation, je pense qu'on est effectivement sur une tendance vers cette dématérialisation.
que ce soit pour les différents secteurs financiers, que ce soit banque, assurance, société de private equity, société de gestion, comme pour nous. Effectivement, je reviendrai un peu plus tard dessus. On a mis en place récemment, donc je pourrais faire vraiment une petite étude de cas sur le sujet. De manière générale, je pense que l'évolution digitale doit vraiment améliorer à la fois le parcours client et la gestion de leur cycle de vie quand ils sont en relation d'affaires avec nous, dans la mesure où cela va simplifier la compréhension que l'on peut avoir de nos clients. Et on peut avoir centralisé finalement toutes les informations et toute la documentation que l'on peut avoir sur eux. C'est-à-dire au lieu d'avoir des documents PDF qui peuvent faire plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de pages, au final on peut un peu plus facilement les traiter, y avoir accès, les consulter. Et voilà. Et quand on a besoin de revoir les clients ou quand ils nous appellent, par exemple, pour pouvoir refaire un KYC sur une nouvelle relation d'affaires, c'est beaucoup plus simple et la relation se fait de manière beaucoup plus fluide. Ceci dit, la digitalisation peut être vue aussi finalement comme étant un investissement important, tant finalement en termes financiers qu'en moyens humains. Il faut énormément de temps pour passer de fichiers PDF à un système digital. Il faut de la main-d'œuvre pour pouvoir le faire aussi. Et surtout, il faut savoir se poser les bonnes questions au bon moment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir digitaliser à tout prix rapidement. Il faut vraiment se poser les bonnes questions, faire un cahier des charges qui est assez robuste et qui correspond vraiment à nos besoins propres et de trouver l'outil qui peut correspondre à ce cahier des charges-là. Sans ça, on ne pourra pas faire une bonne digitalisation et finalement tous les bénéfices que cela peut apporter, on n'en tirera pas tous les bénéfices. Très bien, merci Florentin. Sur la partie, juste un petit point, sur la partie aujourd'hui, on est plus sur remplacer l'ensemble du processus de la tâche humaine aujourd'hui pour vous, ou on est plus sur plutôt de l'aide à la décision vous, qu'est-ce que ça vous évoque cette partie-là? On ne pourra pas remplacer la tâche humaine, déjà parce que d'un point de vue analyse des risques, chaque personne, chaque société a sa propre sensibilité au risque, et ça malheureusement il y a seul un humain qui pourra le faire. Je pense que ça va venir comme une aide, ça c'est indéniable. Ça va venir comme une aide, ça va venir aussi simplifier certaines fonctions ou certaines tâches qui étaient à faible valeur ajoutée. L'archivage des documents, ce genre de choses, par exemple, ou gagner du temps sur effectivement le screening, sentence screening au niveau des personnes exposées politiquement, mais tout ce qui est la prise de décision et l'analyse du dossier, ça ne pourra jamais remplacer un être humain. Parfait, merci Florentin. Benjamin, qu'est-ce qui peut être automatisé ou pas automatisé aujourd'hui quelle est votre perception là-dessus? Alors, pour moi, en fait, il y a d'abord un principe de réalité qui va s'appliquer, qui va s'imposer à nous. On ne peut pas tout automatiser. On peut, à l'évidence, reconstituer une chaîne de détention, une chaîne d'actionnaires, trouver les bénéficiaires effectifs, effectuer une recherche de mots-clés à connotation négative dans des articles de presse, dans d'autres types de documents, des statuts ou autres, des sites internet de sociétés. On peut identifier les PPE, les personnes politiquement exposées, vérifier certaines pièces d'identité ou des documents de registre de commerce, vérifier leur authenticité de manière automatique. On peut identifier une personne en utilisant de la reconnaissance faciale. On peut construire en fait un profil de risque et calculer un score de risque en blanchiment, financement du terrorisme des clients de manière très fine, en combinant beaucoup de facteurs. Tout cela peut tout à fait s'automatiser et on pourra en parler tout à l'heure. En fait, ça offre de très nombreux avantages. De la même façon, on va pouvoir réduire le bruit et donc le nombre de faux positifs sur des alertes. En revanche, Florentin l'a un peu évoqué, l'analyse en tant que telle, on ne pourra pas totalement l'automatiser. Il y a un vécu de chaque personne. Et donc c'est bien l'expérience qui va permettre, qui va avoir une valeur ajoutée dans l'analyse. D'une autre façon, au-delà de ce principe de réalité, il y a aussi une attente du régulateur.
En France, en fait, la CPR et l'AMF se sont déjà prononcées. Elles souhaitent avoir une vraie analyse humaine. Il a constaté. Et ça nous amène à la question qu'on ne remplacera pas évidemment l'humain, mais ça amène à la question pour beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont contraints par ces réglementations, à justement, j'en perds mes mots, pardon, justement jusqu'où on peut digitaliser. Et ensuite, quelle est la partie qui reste à l'humain, concrètement? Est-ce que c'est la décision finale de oui, on fait l'acquisition de ce client, oui, on conserve ce client? Jusqu'où on peut aller? Ça sera de la décision. À ce stade, ça sera vraiment de la décision. Effectivement, on peut paramétrer un certain nombre de choses. Lorsqu'on fait des revues de KYC, les outils bien paramétrés nous permettent de tenir compte de remettre à jour toute une série d'informations, tenir compte des opérations passées du client. Est-ce qu'elles rentrent dans un profil attendu ou pas? Quelles ont été les actions menées? Tout ça, en fait, et la recherche en fait de bas de presse, tout ça, on va l'automatiser, mais ça reste une décision. Ça va être des déclencheurs d'alerte pertinente, le plus pertinente possible. C'est là qu'aujourd'hui, il y a un gros avantage à trouver. On peut faire le parallèle avec la gestion d'actifs, où on a eu une tendance vers des gestions d'actifs très automatisées. On en revient parce que l'écart de performance n'a pas été significatif. Je pense que c'est un des problèmes que beaucoup de personnes rencontrent dans cette digitalisation. C'est au final... l'objectif, c'est de réduire le bruit que peuvent générer tous ces outils de façon à ne traiter que de véritables alertes. Et ça, ce sera le vrai challenge attaché à la digitalisation. Parfait. Nabil, de ta grande expérience aujourd'hui de tout ce qui est IA, blockchain, API, pour toi, la perception de la digitalisation chez nos clients, c'est... Comment ça se passe? Alors, comme disaient Benjamin et Florentin, en fait, il faut voir l'automatisation comme une aide, comme une amélioration de la tâche que va effectuer l'humain. C'est une aide à la décision, c'est-à-dire qu'on va filtrer et remonter que les informations pertinentes pour la prise de décision. Okay, surtout pour les cas les identifiés comme risqués. On peut éventuellement faire un traitement automatique des cas les moins risqués, réduire les erreurs. Mais par contre, l'humain est une pièce très très importante dans ce dispositif. Et surtout, il ne faut pas oublier que le superviseur aujourd'hui est très attentif par rapport à l'explicabilité de la décision. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas confier à une IA la plus intelligente qu'elle soit une prise de décision qui peut avoir des répercussions derrière par rapport à la conformité à la réglementation, ainsi de suite. Et puis l'automatisation, il ne faut pas oublier que pour que ce soit réussi, il faut déjà au préalable qu'il y ait une identification de tous les processus au sein de l'établissement, enfin financier ou non. Donc il y a un travail humain, il y a une remontée de l'expérience terrain, une connaissance des risques inhérents et résiduels après avoir identifié ces processus-là. Donc vous voyez que l'humain a la place la plus importante. Après l'automatisation, on est là que pour améliorer ce travail-là et surtout que l'humain puisse se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée et non pas des tâches répétitives sans aucun intérêt qui peuvent très bien être automatisées aujourd'hui. Merci Nabil, c'est très clair. Petit point juste pour Benjamin. Aujourd'hui, Benjamin, les responsables de compliance, selon vous, est-ce qu'ils sont convaincus de s'orienter vers cette digitalisation? Je pense qu'on n'a pas le choix. D'abord, on n'a pas le choix des outils. Il faut
disposer d'outils fiables. Et la digitalisation va permettre de fiabiliser un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a toujours des gens à convaincre. Après, plus on multipliera en fait les démonstrations, l'intérêt, l'avantage qu'on peut en tirer, plus ça facilitera les choses. Mais je pense que une fois qu'on a vu ce qu'on pouvait faire et l'avantage qu'on peut en retirer, on ne peut être que convaincu. Après, il faut que ce soit paramétré, adapté, et ça qui va permettre la valeur ajoutée. Très bien, merci Benjamin. Donc, en résumé, l'humain reste la clé de voûte. Les processus, évidemment, doivent être maîtrisés en amont avant de s'engager dans de tels chantiers. Et évidemment, la maîtrise des risques aussi. Je pense que c'est cette double problématique processus, cartographie des risques qui fait qu'on va pouvoir réussir son passage vers la digitalisation. Ce qui nous amène au deuxième sujet. Évidemment, quelles sont les contraintes qu'on rencontre lorsque l'on souhaite digitaliser, si on va un peu plus dans le détail, et les opportunités que ça offre également. Alors, peut-être là-dessus, je vais laisser Florentin commencer. Florentin, pour vous, les contraintes, tout d'abord, que peuvent induire la digitalisation, l'automatisation de la connaissance client. Je dirais la principale contrainte que je verrais de mon point de vue, c'est qu'au final, tous les acteurs du secteur financier, on a tous des politiques des risques différentes. On est tous soumis à la même réglementation, mais une banque ne va pas travailler de la même manière qu'une assurance, qui n'a pas travaillé de la même manière qu'une société de gestion. On a des marchés différents, on a de la clientèle différente. Le problème qui peut se présenter en digitalisant, quand on onboard un outil de digitalisation, c'est que finalement, il va être paramétré par rapport au passif qu'il a pu avoir. Voilà, si on a un outil qui était très axé bancaire, il va plutôt avoir un paramétrage bancaire qui ne va pas forcément correspondre à la politique des risques d'une société de gestion. Ça, c'est vraiment un point d'attention à avoir, c'est de s'assurer que peu importe l'outil que l'on va prendre, c'est qu'il puisse vraiment intégrer notre propre politique des risques. Je vais dire par là, c'est vraiment à l'outil de s'adapter à chaque société et non pas à la société de s'adapter à l'outil. Ça, c'est un point absolument important. La deuxième contrainte que l'on peut avoir, c'est qu'on a finalement beaucoup de banques ou de sociétés de gestion ou d'autres acteurs du secteur financier qui travaillent sur plusieurs juridictions où il peut y avoir des petites différences dans les législations. Le problème, c'est qu'il va être un petit peu compliqué finalement de traiter un même client de deux manières différentes, de ne pas demander un document par exemple dans une juridiction et de le demander 2 mois après pour une autre juridiction. Donc il faut pouvoir aussi finalement dans son cahier des charges travailler de manière assez linéaire sur toutes les contraintes que l'on peut avoir et ensuite intégrer tout cela dans l'outil qui sera sélectionné. C'est très clair et c'est un bon point. Florentin, sur la partie aujourd'hui, première ligne, deuxième ligne de défense, alors les contraintes souvent qu'on voit, c'est que la première ligne n'est pas forcément formée ou les outils pas forcément adaptés. Quels conseils vous donneriez, quelles contraintes vous voyez là-dessus, et ensuite on pourra sur le deuxième volet voir les opportunités. Ça, au final, ça rejoint le point qu'on a développé tout de suite avant, de dire que l'humain reste de toute façon absolument important. On ne sait pas parce qu'on devient digital que finalement la formation devient moins importante. Il faut continuer à former les équipes, ça c'est absolument important. Par contre, et là je le mettrai plutôt dans les opportunités, l'avantage qu'on peut avoir finalement en digitalisant, c'est qu'on va rationaliser l'approche. Et au final, si on peut avoir des personnes externes qui peuvent venir aider sur certaines missions en période de levée de fonds, par exemple, au moins on est sûr que l'approche qui sera amenée par les gens qui sont en interne ou les gens qui sont en externe sera la même. Ça, pour le coup, ça rationalise l'approche. Et ça, je mettrais plutôt par contre d'un point de vue opportunité. D'accord, très bien.
qu'on va aborder dans un moment. Benjamin, les contraintes aujourd'hui sur la digitalisation, sur l'automatisation, dans une banque un peu plus État et d'entreprise, lesquelles sont-elles? Alors, en fait, moi, j'ai constaté, et heureusement pas souvent, mais trois contraintes principales. La première, elle est budgétaire. Le coût peut rebuter. Tout à l'heure, Florentin expliquait qu'il insistait, il a raison d'insister sur tout le travail de préparation préalable, qui effectivement est un coût important, mais qui est un véritable investissement. Il ne faut pas sous-estimer ce temps de préparation. Donc le coût peut rebuter déjà. Le deuxième contrainte auquel j'ai pu être confronté, c'est il faut qu'on ait la bonne compréhension par le management, par la direction générale, des avantages, des intérêts à disposer de cet outil. Et là, c'est aussi au compliance officer de savoir expliquer l'enjeu, les bénéfices, et expliquer que c'est loin d'être un gadget. Donc ça, c'est vraiment pour convaincre justement une direction générale. Enfin, même en ayant compris, on peut être confronté à des directions générales qui n'ont pas la volonté de faire. Et lorsqu'on est confronté à ce troisième aspect, ce qui peut nous aider, ce sont les régulateurs. On constate en fait sur ces dernières années qu'on a beaucoup de sanctions sur le manque de réactivité, sur des défauts de gouvernance, manque de réactivité sur la mise en place de recommandations. Certains très beaux noms sur la place qui ont tardé à mettre en œuvre des recommandations faites par la CPR notamment, ou en fait des directions générales qui constatent un risque qu'ils qualifient même de critique. Donc là, on pourra faire référence à une sanction récente qui a à ce jour la plus importante en termes de montant en France, où en fait le rapport de la CPR montre que le risque était qualifié de critique par le conseil d'administration. Néanmoins, ils n'ont pas pris la décision de mettre en place, ils le reportaient. Donc voilà les différentes contraintes auxquelles on peut être confronté. Pour ma part, si j'ai une minute pour une anecdote, pour la mise en place d'un outil de screening bien connu de la place et qui permet un screening quotidien de l'ensemble de la base clientèle, qui est nécessaire, j'avais pour terminer de convaincre une partie de la direction générale, pas ma direction générale à Paris, mais une direction générale plus haut, en leur proposant de venir expliquer à la CPR pourquoi ils ne voulaient pas mettre en place cet outil et pourquoi ils voulaient attendre. Ça avait terminé de les convaincre. Merci pour cette petite anecdote. Peut-être juste un petit point, Benjamin, sur la partie protection des données. Souvent, c'est quand même quelque chose qui pose de sérieux problèmes. Alors ça peut poser effectivement un sérieux problème puisqu'on est sur des données personnelles, les traitements de données personnelles. Donc on rentre en plein maintenant dans le RGPD. Et l'avantage en fait de la digitalisation, c'est que tous ces traitements sont totalement normés, rentrent dans le cadre aussi de la sécurisation de l'ensemble des dispositifs informatiques qu'on a. Après, bien sûr, il faudra s'attacher à veiller au transfert de données, notamment si la maison mère est dans un pays qui est jugé non équivalent. Et ça fait partie du projet d'implémentation d'une digitalisation. Très bien, merci pour ces précisions. Juste un dernier point, Benjamin. La partie réglementaire aujourd'hui sur les contraintes. Moi, je verrais pas la réglementation comme une contrainte. En l'occurrence, en matière de digitalisation, elle la prévoit. Les textes mis à jour récemment prévoient la digitalisation, le recours à des moyens d'identification totalement informatisés. C'est plus une aide. C'est plus une aide et un guide sur la roadmap à mettre en place. Et on peut tout à fait... ce qu'il y a à constater aussi, c'est que les régulateurs, lorsqu'ils viennent vous rendre une aimable visite,
ont vu d'autres établissements sur la place. Donc ils savent eux-mêmes quel est le benchmark. Donc là, la réglementation, elle ne peut que aider, en fait. Ces outils vont nous permettre de renforcer notre dispositif. On y reviendra un petit peu tout à l'heure sur peut-être les opportunités que ça peut offrir. Très bien. Merci Benjamin, très clair. Nabil, si les contraintes d'un point de vue plus système, données, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là-dessus Alors, Benjamin et Florentin ont abordé l'aspect interne, si j'ose dire, des choses, c'est-à-dire comment convaincre en interne, la gouvernance, et ainsi de suite. Moi, chez nos clients, ce que j'ai vu comme contrainte, il y en a trois principalement. C'est la qualité de la donnée, donc soit des données manquantes, soit des documents manquants. Pour l'anecdote, par exemple, il y a une grande banque de la place qui a été sanctionnée parce que dans le cadre du KYC de tous leurs clients, tous les dossiers ne contenaient pas la pièce d'identité. Et du coup, ils étaient obligés de faire un partenariat avec la Poste pour que les postiers aillent voir en personne les personnes âgées pour prendre un selfie et puis la pièce d'identité. Donc ça, c'est pour l'anecdote. Donc, et ils se sont retrouvés avec un manque donc de documents pour être conforme à la réglementation. Le deuxième grosse contrainte, c'est ce qu'on appelle le legacy system. C'est-à-dire aujourd'hui, vous allez trouver plusieurs bases de données qui cohabitent ensemble, qui sont non homogènes, avec des vieilles technologies qui sont souvent plus supportées. Dans pas mal de cas, elles sont non documentées et les personnes qui ont mis en place ne font plus partie de l'entreprise. Et ça, c'est un gros écueil pour l'automatisation, pour la digitalisation qui, elle, va utiliser forcément des technologies beaucoup plus récentes. Donc souvent c'est un écueil. Et puis lié à ça, on va trouver c'est un problème lié aux compétences. C'est-à-dire pour mener à bien ces projets, il faut maîtriser ces vieilles technologies. Et aujourd'hui, que ce soit en interne, que ce soit en externe, donc avoir recours à des entreprises externes, ces compétences-là deviennent de plus en plus rares sur le marché. Donc voilà, c'est principalement ces trois contraintes-là que j'ai pu voir chez différents clients. Passer un cap technologique. Évidemment, est un prérequis sur la digitalisation. Merci Nabil. Peut-être juste un petit point aujourd'hui sur le machine learning, l'intelligence artificielle. On va voir l'aspect opportunité, mais est-ce que ça évoque des contraintes pour toi, Nabil, ces mots-clés ou pas du tout? Ça évoque des contraintes aussi bien au niveau du changement de mentalité des équipes internes, c'est-à-dire qu'ils acceptent une aide qu'ils ne maîtrisent pas complètement, parce que quand on parle de machine learning, souvent, c'est des espèces de boîtes noires pour lesquelles, je reviens sur le même point, on ne peut pas expliquer tous les tenants, les aboutissants et comment est-ce qu'on est arrivé à une prise de décision éventuelle. Et après, il y a l'aspect technologique aussi, dans le sens où aujourd'hui l'IA est maîtrisée par des scientifiques. Et ces scientifiques-là, généralement, ils sont très durs à trouver sur le marché. Donc, du coup, un manque de personnel qui sera inhérent à tout ça. Merci Nabil. Beaucoup d'attentes de la part des compliance officers sur ces thèmes-là, évidemment, le machine learning. Et évidemment, ce qui en ressort, moi, ce que j'ai vu sur le marché, c'est que l'humain restera la clé de voûte, au moins dans un avenir proche, parce qu'il y a certaines tâches qui sont difficiles à automatiser là-dessus, malgré du machine learning, du robot process automation ou autre. Ça nous amène à la partie opportunité, et là-dessus, aujourd'hui, très clairement,
au vu de la situation actuelle, on a vu s'accélérer ce phénomène. Ça fait, voilà, moi je discute avec beaucoup de clients et très clairement, la crise du Covid a fait prendre un tournant majeur, même si c'était déjà en cours. Voilà, la démocratisation, la pression sur la rentabilité qui va être forte à court et à moyen terme, la hausse des contraintes réglementaires, mais aussi l'évolution des usages et aussi une prise en compte de la partie des enjeux environnementaux font désormais que les acteurs n'ont plus le choix et doivent aller vers la digitalisation. Et alors, on a vu qu'il y avait des notions de coût dans les contraintes et évidemment de le faire accepter par le top management. Florentin, dans les opportunités que ça offre aujourd'hui, qu'est-ce que vous metteriez en avant et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à tous nos auditeurs? Alors, effectivement, pour faire le pont avec ce qu'on a dit précédemment, la digitalisation reste un investissement financier ou humain, mais dans un certain sens, finalement, on gagne énormément de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée, ce qui permet aussi de pouvoir finalement réallouer le temps que l'on perd ou que l'on passe moins à récolter la documentation, à s'assurer que la documentation est toujours d'actualité. On peut le passer finalement à vraiment comprendre beaucoup mieux le client, et ça c'est une volonté induite par la 5e directive qui induit vraiment la notion de compréhension de la relation d'affaires. Donc au lieu de finalement passer peut-être, je sais pas, 40% à collecter les documents et 60% du temps à analyser le client, on peut peut-être passer plus que finalement 10 ou 15 et puis 80-85% à vraiment comprendre. Donc au final, c'est un investissement, mais derrière qui peut induire réellement un travail de grande profondeur et de compréhension du client. L'avantage que ça a aussi derrière, c'est que finalement, pour faire le point avec ce que tu disais, alors il me semble que c'est Nabil, par rapport aux documents qui sont manquants ou qui ne sont plus à jour, ça facilite énormément quand on a un client qu'on doit revoir de manière périodique ou qui revient pour un nouveau contrat. Au lieu de repasser et de passer énormément de temps à revoir les documents PDF que l'on peut avoir, à scroller finalement toutes les pages et les dizaines de pages que l'on peut avoir, en un coup d'œil, on peut avoir accès aux documents que l'on a, à la date de ces documents-là. Et au final, au lieu de redemander tout le package de documents au client, on peut lui dire, voilà, sur ces documents-là, où ils sont manquants, où on sait qu'ils sont plus à jour, par exemple un extrait de registre de commerce. Par contre, voilà, on a d'autres documents, on les a, c'est à telle date. S'ils sont toujours bons pour vous, nous, on peut les garder, vous n'avez pas besoin de nous les refournir. Idem pour des pièces d'identité. Voilà, si c'est la même personne qui va, par exemple, signer, on a cette pièce d'identité, elle est toujours valable, donc pas besoin de refaire faire une certification, nous la renvoyer. Et au final, ça simplifie aussi énormément la relation clientèle. Les clients aussi, ils sont soumis finalement à cette hausse réglementaire. Ils voient qu'on leur demande toujours de plus en plus de documents, et le fait d'avoir une approche vraiment personnalisée, leur dire voilà, j'ai votre dossier sous les yeux, je sais qu'est-ce qu'il me faut et qu'est-ce qu'il faudrait peut-être mettre à jour, finalement ça les rend beaucoup plus confortables aussi dans le fait de créer une nouvelle relation d'affaires avec nous. Très bon point, Florentin, merci, parce qu'en effet, dans les opportunités, on va voir qu'il y a énormément d'opportunités en interne, réduction de coûts, réduction des erreurs, amélioration des processus. Mais in fine, ce qui est important dans la connaissance client, c'est en effet de faciliter les échanges avec nos clients, ce qui permet de fidéliser ses clients. Et aujourd'hui, une mauvaise expérience KYC peut se traduire par des clients mécontents là-dessus. Sur la... Pardon, allez-y, Florentin. Oui, ça peut induire effectivement un mécontentement de la part du client, mais ça peut aussi induire un mécontentement en interne des équipes en charge des relations, par exemple, qui ne vont pas forcément comprendre pourquoi on va demander plein de documents à un client que l'on connaît finalement d'ores et déjà.
Oui, en effet. Sur l'efficacité opérationnelle, un petit mot. Alors, je peux le développer maintenant, sinon je développerai après au niveau finalement de l'étude de cas que je voulais faire comme vous voulez. Très bien. Alors, on garde pour l'étude de cas ce point-là. Merci Florentin pour cette partie-là. Benjamin, les opportunités que ça offre aujourd'hui. Oui, je crois que c'est ce que Florentin a expliqué, c'est vraiment crucial en fait. Ça facilite, c'est vraiment des outils qui vont faciliter en interne, en externe. En termes d'image vis-à-vis du client, et lorsque nous, par exemple, nous traitons en fait avec des grandes entreprises qui passent leur temps à redonner régulièrement les mêmes informations, c'est là où on peut faire la différence aussi commercialement, en se présentant comme une entreprise un établissement beaucoup plus efficace, en demandant moins parce qu'on leur explique qu'on a déjà et on s'est déjà préoccupé d'aller rechercher cette information, de la mettre à jour, sans perturber, déranger le client. C'est pas important et ça peut faciliter les choses. En interne, les tâches, on parlait des tâches à plus forte valeur ajoutée, elles sont effectivement très importantes pour conserver la motivation des salariés. Si j'ai dans mes équipes en fait des gens auxquels je cantonne à des tâches à faible valeur ajoutée, le risque c'est de voir leur perspicacité s'émousser dans des tâches répétitives. Donc leur proposer des tâches à forte valeur ajoutée, c'est utile pour attirer les talents, c'est utile aussi pour les garder. Donc pour le compliance officer et la qualité des personnes embauchées, c'est quand même très important. Autre opportunité que je vois, c'est l'accès instantané à une information qui va être structurée et directement exploitable. Ça va permettre de fluidifier effectivement la transmission d'informations depuis le client ou vers le client, et également des clients internes, c'est-à-dire que l'échange entre les fonctions commerciales et la fonction conformité va être simplifié. On va partager en fait ces outils. Je crois que c'est un élément sur lequel il faut insister. Ces outils doivent être partagés entre la première ligne de défense et la deuxième ligne de défense. Front et back-office compliance. C'est indispensable, et ce qui permet aussi de les convaincre et de leur expliquer que c'est l'affaire de tous. La connaissance du client, c'est l'affaire de tous, et on va arriver avec ces outils en tant que facilitateur de cette démarche, qui, il faut bien le dire, peut rebuter un certain nombre de commerciaux, et qui n'en voient pas forcément l'intérêt. Autre chose, si toutes ces informations sont accessibles de manière structurée, rapide et simple, ça veut dire qu'en rendez-vous commercial, les commerciaux peuvent aussi accéder à cette information, éviter des bourdes, éviter de demander plusieurs fois des informations. C'est très, très, très utile. Donc, beaucoup de bénéfices à attendre, surtout de facilitation du travail. Merci Benjamin. Je te rejoins là-dessus. En effet, je pense qu'il y a plus d'opportunités aujourd'hui dans la digitalisation que de contraintes. Nabil, d'un point de vue plus IA, RPA, machine learning, système, quelles peuvent être les opportunités que ça offre? En fait, je reprends un peu ce que disait Benjamin. Ça apporte beaucoup en interne par rapport à la réduction des erreurs, du bruit, surtout à ce que la banque ou l'assurance, enfin toute entreprise puisse se prémunir contre les risques réglementaires avec une vigilance un peu plus accrue. Mais du côté externe, j'y vois principalement l'amélioration de l'expérience client, où on peut accélérer l'onboarding des clients, où aujourd'hui on sait bien qu'on est dans une course contre le temps. Si l'onboarding dépasse les 5 minutes, on peut perdre des clients, et puis là l'offre, la compétition est rude. Pour preuve, le boom actuel des néobanques, où on voit que toutes les grosses banques de la place sont dans la course à avoir leur propre néobanque. La preuve, c'est que ça marche très très bien. Et aujourd'hui, donc, on peut faire
les banques peuvent faire du business, avoir de nouveaux clients. Et surtout, on voit apparaître un nouveau type de client qui n'est plus le client traditionnel qui va en agence, ainsi de suite. Donc, avec un onboarding digital, tout en se prémunissant contre tous les risques, contre les risques liés à du blanchiment d'argent, de la corruption et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, la digitalisation permet tout cela. Voilà. Très bien, merci Nabil, c'est très clair. On va peut-être prendre juste 2 minutes sur le résultat du sondage sur les 2 premières questions. Je pense que c'est le moment opportun de regarder un peu ce qu'on dit les personnes qui assistent à ce webinaire. Est-ce qu'on peut aller sur le résultat du sondage? Alors, de la première question, est-ce que vous envisagez d'automatiser ou de recourir à des outils digitaux pour vos processus KYC? Ça rejoignait un peu ce qu'on avait dit sur les perceptions courantes. Alors, aujourd'hui, plus de 50% envisagent d'automatiser ou de recourir à des outils digitaux. Et la part de non est assez faible et il y a évidemment il y a un certain nombre d'interrogations qui, je pense, sont dues aussi à ce qu'on a dit un peu au début. Ça dépend du secteur, ça dépend sur la typologie des clients. Nabil a dit en effet la montée en puissance des néobanques, mais pas que. On voit bien les assurances aussi qui bougent assez rapidement sur de la digitalisation. On voit bien même dans le secteur des mutuelles également. Bref, il y a une vraie question de fond là-dessus. Ce qui va nous amener à l'autre sondage. Voilà. Est-ce que vous faites confiance à la technologie aujourd'hui pour réaliser des tâches à faible valeur ajoutée? Alors les réponses sont oui à plus de 87%. Donc je pense que le principe d'automatisation, de digitalisation est acquis chez de nombreux compliance officers ou gestion des risques. Peut-être là-dessus, Nabil, qu'est-ce que ça t'évoque sur le fait que les clients soient extrêmement confiants sur tous ces processus, sur toutes ces technologies pour automatiser les processus à faible valeur ajoutée? En fait, les outils modernes aujourd'hui, avec un bon paramétrage, permettent justement de bien traiter le bruit et de traiter automatiquement certains risques. Et de toutes les façons, si les outils ne sont pas bien paramétrés, là on voit différentes sanctions, aussi bien au niveau national qu'international, où le superviseur va sanctionner les entreprises, comme par exemple une grosse banque allemande qui en fait ils recevaient beaucoup d'alertes. Donc qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est d'augmenter le niveau de matching de telle sorte à recevoir beaucoup moins d'alertes. Effectivement, là le superviseur est là pour sanctionner ce genre de comportement. Donc aujourd'hui, les outils permettent de traiter pas mal de tâches automatiquement, les moins risquées. Par contre, tout ce qui a un risque plus élevé, donc avec une approche par les risques, ces tâches-là devront être traitées par l'humain avec une intelligence humaine, où on arrive à recoller les morceaux d'un dossier de conformité qui parfois peut être très complexe. Merci Nabil, très clair. On passe à notre dernier volet, le temps avance, sur l'utilisation des API. En effet, c'est un des grands principes aujourd'hui, c'est qu'on a son système d'information. On l'a vu dans la première partie, les legacy systems, les systèmes d'information qui sont présents. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on interconnecte tous ces outils? L'API est la réponse la plus adaptée. Ce qui m'amène à une question. Hop, je suis allé trop loin. Alors voilà, du sondage, avez-vous déjà intégré une API dans votre dispositif de connaissance client? Je vous laisse répondre. Peut-être, Nabil,
cette partie-là. Pourquoi est-ce qu'on utilise des API? Ok. Alors, moi j'aime bien réutiliser les termes utilisés pour le RGPD, qui est les API aujourd'hui, c'est le meilleur moyen d'implémenter une conformité by default et by design. C'est-à-dire que comme la conformité est l'affaire de tous au sein de l'entreprise, tout le monde doit faire de la conformité. Comme ça, l'équipe de compliance peut se focaliser sur les cas les plus durs à traiter ou les plus risqués. Donc, pour une adoption douce, c'est-à-dire ne pas changer le quotidien des équipes qui font la conformité, le meilleur moyen, c'est d'utiliser des outils déjà existants et de les améliorer via des API pour la partie KYC, pour la partie transactionnelle, anti-blanchiment d'argent, ainsi de suite. C'est d'implémenter les API au sein d'outils déjà existants, de telle sorte à ne pas perturber le quotidien de ces équipes-là. C'est très important, parce que sinon, il peut y avoir un rejet, ou alors il peut y avoir un refus d'utiliser ces outils-là, ou de surcharger les équipes avec une nouvelle technologie, avec une nouvelle façon d'aborder un nouvel outil. Et ça a un coût, parce que ça a un coût de formation, ça a un coût des gens qui vont quitter, des talents qui vont quitter vos équipes à cause de cela. Donc ça a pas mal de répercussions, surtout que le milieu de la conformité, je m'avance, c'est un milieu assez conservateur, c'est-à-dire que on fait bouger les choses, les lignes, mais petit à petit, parce que le risque derrière est très important. Donc on y va doucement. Voilà. Et surtout, ça permet aussi l'utilisation des API permet une prise en compte uniforme au sein d'une entreprise. C'est-à-dire, si vous prenez une banque aujourd'hui, mais je reparlerai tout à l'heure, qui a plusieurs filiales, souvent c'est très dur d'agréger les informations pour faire son rapport à la CPR, par exemple. Et du coup, lorsque toutes les filiales vont utiliser la même structure, les mêmes API, on va accéder aux mêmes informations et surtout on va traiter l'information de la même façon. Et du coup, c'est uniforme au sein de l'entreprise, au sein du groupe. Merci Nabil, très clair. Conserver son environnement de travail et l'améliorer par la connexion avec des API de façon à améliorer in fine la connaissance client. Florentin, sur la partie usage des API, alors je sais que vous en avez intégré, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, globalement, l'usage que l'on a des API, c'est surtout pour faire, nous, du screening de masse, si je puis dire. C'est vrai que, après, encore une fois, tout dépend le type de secteur dans lequel on travaille. C'est vrai qu'en société de gestion, on a souvent affaire à des clients qui peuvent être assez complexes, à des structurations assez complexes, et on se retrouve avec 20, 30, 40, 50 parties prenantes rattachées finalement à un client, que ce soit des sociétés au-dessus, que ce soit des signataires, que ce soit des board members. Et avant, on devait nous screener toutes ces personnes-là une à une, manuellement. Donc faire la recherche, prendre une décision sur les résultats, sauvegarder les résultats. Et ça c'était centralisé finalement sur une seule personne qui n'avait pas forcément fait l'analyse du dossier en amont, ou plutôt les documents. Donc on ne voyait pas forcément les interactions qu'un board member pouvait avoir au niveau du client. Aujourd'hui, l'API, finalement, ça permet un gain de temps absolument énorme, que via la solution qu'on a implémentée, on peut donc finalement paramétrer toutes ces parties prenantes-là dans notre solution et screener. La personne qui a fait le setup peut screener toutes ces personnes-là en même temps et ensuite prendre une décision comme on le faisait finalement auparavant. Mais toutes les décisions sont donc archivées. On a une piste d'audit, donc on sait quelle décision a été prise, par qui, à quelle heure. Et au final, le résultat que l'on va appliquer, l'approche que l'on va appliquer sur chaque résultat que l'on peut avoir, ça va venir automatiquement pondérer aussi finalement notre matrice des risques. Donc on réduit aussi finalement la partie manuelle qui consistait finalement à se dire voilà, j'ai eu tel résultat lors de mon screening classique, il faut que je pense à le réintégrer dans ma matrice des risques. Aujourd'hui finalement tout est assez centralisé, on arrive au même résultat mais on gagne du temps, et on gagne du confort, on réduit finalement les tâches manuelles. Donc au final, on gagne en confort et on gagne en efficience.
Je rejoins aussi Nabil sur la partie uniformisation. Quand l'on a des sociétés qui travaillent sur plusieurs juridictions avec différentes équipes, au final, si toutes les équipes travaillent sur le même API, sur le même outil, on uniformise l'approche, donc il n'y a pas de raison qu'une telle personne soit traitée de manière A dans une juridiction et de manière B dans une autre juridiction. Et encore une fois, pour refaire finalement le pont avec ce qu'on a pu dire précédemment, on centralise la formation et on est sûr que n'importe qui dans la société ait accès à la même information au même moment. Très clair, merci Florentin. On voit le résultat du dernier sondage et en effet on voit qu'aujourd'hui sur les répondants, 16%, 17% ont déjà intégré une API dans le dispositif client. C'est peu, c'est faible. Benjamin, oui. Qu'est-ce que ça vous évoque? Et puis un petit point particulier aussi sur la multiplicité des systèmes dans les entreprises, CRM, ERM, ERP, outils de KYC, outils de screening. Alors, je crois qu'il y a un mot qui a été prononcé deux fois, à la fois par Florentin et par Nabil, c'est homogénéisation. Alors, c'est effectivement, ça va être important d'un pays à l'autre, mais même au sein d'une équipe, ça va être très utile. Ces outils, en fait, vont nous permettre d'assurer un socle commun, un socle minimum de points de contrôle clés qui vont être systématiquement vérifiés ou analysés. C'est-à-dire que le dossier sera traité au sein d'une équipe par une personne A, mais on aura l'assurance que l'ensemble des points de contrôle clés qu'on aura préalablement définis seront systématiquement adressés. Ça, c'est très important. On constate souvent que, en gros, c'est sur les dossiers les plus sensibles que, par hasard, on a oublié de vérifier telle ou telle chose. C'est dommage. Ces API vont permettre, en fait, d'augmenter en fait la garantie qu'on a d'un traitement homogène sur tous les dossiers au sein d'une équipe, bien sûr, au sein de différentes équipes. C'est également utile lorsqu'on a des langues et des cultures différentes. L'autre chose que je vois, c'est que lors d'un audit, la capacité à démontrer les diligences faites est cruciale. Et souvent, les établissements se font sanctionner ou égratigner parce qu'ils pêchent dans la capacité à démontrer facilement et rapidement les diligences qui ont été faites. Là aussi, les outils vont permettre de retrouver facilement, rapidement l'information. Ils sont utiles aussi pour les commerciaux, pour la conformité et pour le contrôle permanent. Donc là aussi, c'est quelque chose d'important. Enfin, pour tout ce qui est génération de reporting, d'indicateurs fiables, juste en presse-bouton, là, c'est aussi un très très gros avantage. Le risque, c'est qu'effectivement, ce que vous disiez David, c'est que est-ce qu'on ne va pas multiplier les API, on ne va pas avoir effectivement l'avantage, c'est qu'on est sur un module souple qu'on va simplement plugger sur un système d'information. Ça paraît simple, mais effectivement, si on les multiplie, il faut faire attention. Donc, attention effectivement à la cohérence d'ensemble et à la gestion d'ensemble de tout ça. Donc, on a toujours besoin d'une informatique qui va superviser cet ensemble. Créer un bon environnement de travail pour les analystes. Sur la partie bénéfices, donc, on retiendra uniformisation. Je pense que c'était la uniformisation, homogénéisation, standardisation pour les analystes. Ça permet évidemment de limiter le risque. Ça permet la traçabilité sur la piste d'audit. Ça permet également de faire évoluer son dispositif de connaissance client. Ça offre de la souplesse aussi. Ça permet aussi d'intégrer, lorsqu'il y a des nouvelles formes de fraude ou des nouvelles obligations réglementaires, une évolution plus simple, souple. Voilà, et il y a tout un aspect sécurité aussi lorsqu'on harmonise un peu toutes ces pratiques. Le temps file. Je vous propose de passer sur la partie cas pratique qui va être, comme je vous l'ai indiqué, présenté par Florentin. Aujourd'hui, Florentin travaille chez PI Partners, le Private Equity.
Aujourd'hui, la connaissance client dans le private equity est une des plus exigeantes. Les régulateurs attendent énormément de choses de la part des private equity puisqu'il s'agit de tickets importants, beaucoup d'argent. Je sais que sur certains processus, il y a d'onboarding de clients, d'investisseurs, il peut y avoir des centaines de pages de documentation. Florentin, je vous laisse la parole sur cette partie-là. Merci beaucoup. Donc effectivement, je vais reprendre un point que Benjamin a développé au tout début de ce webinaire. On est devenu digital assez récemment parce qu'on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix pour deux raisons. Déjà, les contraintes réglementaires qui sont croissantes, ça je pense que tout le monde le sait, donc je vais pas revenir dessus. Et surtout, on n'avait pas le choix parce qu'on a énormément effectivement de clients, on a énormément de documents, donc qui étaient très bien archivés, on y avait accès, mais effectivement, c'était extrêmement chronophage de repasser dans ces documents-là, de les revoir, et on avait besoin finalement de se simplifier un petit peu la vie. Donc, fin d'année dernière, on s'est rapproché d'un logiciel qui nous a été recommandé par la BPI, donc ça s'appelle Flaminem, qui nous a aidé donc finalement à digitaliser notre processus KYC. Ça a été très compliqué au début dans le sens où, effectivement, comme je disais au début, venant finalement de la BPI, le logiciel était assez axé banque. Donc même si on est soumis finalement à la même réglementation qu'une banque, on a un métier différent, on a des clients différents. Il a fallu passer énormément de temps et investir énormément de temps avec le prestataire pour avoir un paramétrage qui corresponde à la réalité de notre métier. On travaille sur plusieurs juridictions, on a des types de clients qui sont assez variés et il fallait pouvoir rentrer tout ça dans l'outil. On a mis énormément de temps, on a mis quasiment 2 mois et demi, 3 mois à vraiment établir un cahier des charges qui soit robuste, à faire du testing. Ça, c'est extrêmement important. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec une autre société de gestion récemment, qui utilise aussi Flaminem, et qui m'ont pu me dire qu'ils ont peut-être voulu aller un peu trop vite sur la digitalisation et passer un petit peu sur le paramétrage, et aujourd'hui, ils se retrouvent des fois sur certains aspects un petit peu coincés, si je peux dire, parce que voilà, ils n'ont pas forcément testé avant les différents types de cas qu'ils pouvaient avoir et être sûr que l'outil correspondait bien à leurs besoins. Aujourd'hui, on a un outil qui finalement nous permet donc d'archiver les documents, d'avoir un workflow pour le travail, c'est-à-dire que n'importe qui peut, du moins ayant les accès évidemment, peut aller sur la plateforme, sur n'importe quel client, on sait où on en est au niveau du processus de onboarding, si on en est au niveau de la collecte documentaire et de l'identification de la structure actionnariale, si on en est au niveau du screening, si on en est au niveau de la prise de décision. Ça, c'est assez simple et finalement centralisé. L'avantage que l'on a aussi, j'en ai rapidement parlé tout à l'heure, c'est qu'au final, on voit la structure. L'outil nous crée une structure actionnariale avec toutes les parties prenantes, que ce soit des sociétés, que ce soit des signataires, etc. Donc, finalement, quelqu'un qui ne connaît pas le dossier n'a pas besoin de repasser à travers des dizaines, voire des centaines de pages de documents pour voir et pour comprendre la structure. Ça centralise énormément, et ça, on va gagner énormément de temps au niveau de la revue périodique. C'est-à-dire qu'au lieu de repasser dans les documents pour être sûr si quelqu'un qui n'a pas fait le dossier, évidemment, comprend bien l'investisseur avant de lui demander des documents pour sa mise à jour, au final, on voit en un seul coup d'œil la structuration, on sait où on va et on arrive déjà à appréhender finalement les documents et les informations qu'il va nous falloir. L'avantage que l'on a aussi, et alors là je vais faire le point avec l'API, donc on utilise votre API pour ce qui est sanction en fonction des résultats que l'on obtient. Donc ça va déjà implémenter automatiquement notre matrice des risques, mais l'avantage que l'on a, c'est que si on a un hit, PEP, sanction ou autre, sur un client ou une partie prenante de ce client-là, mais qui va être rattaché à d'autres clients, finalement le résultat va automatiquement impacter les autres clients également. Et ça, c'est extrêmement intéressant dans la mesure où si on a une revue, je ne sais pas, c'est un client à faible risque, on le revoit tous les 2 ou 3 ans, si on a un hit qui vient au bout de finalement 6 mois, on ne va pas laisser ce hit-là sur 2 ou 3 ans, il sera automatiquement traité, on va automatiquement avoir une alerte en nous disant attention, cette partie prenante-là, elle est partie prenante dans 2, 3, 4 autres dossiers,
Donc il faudra aussi revoir ces dossiers et peut-être revoir le niveau de risque de ces dossiers-là. Ça, c'est extrêmement intéressant en gain de temps, en confort, et comme l'a dit Benjamin à juste titre, en termes de la compréhension du client, et c'est ce qu'attend le ou les régulateurs. Ils attendent vraiment une analyse profonde des dossiers, et via ces interconnectivités, on peut arriver à finalement satisfaire à ces exigences-là. Merci Florentin, c'est très clair et je pense très bénéfique pour l'ensemble des participants à ce webinaire. En effet, être, j'imagine, confort lorsqu'on a des demandes du régulateur, c'est quelque chose qui est très appréciable. On le voit chez des clients qui ont entamé toutes ces démarches. D'être serein lorsque une demande vient du régulateur. Le temps nous presse. Merci en tout cas à tous pour votre intervention. Un petit mot positif en termes de conclusion. Benjamin, on commence par toi. Qu'est-ce que tu pourrais dire à l'ensemble des participants du webinaire en termes de conclusion par rapport à ce webinaire? Je pense qu'il faut absolument regarder les API et la digitalisation. La digitalisation, c'est un mot, mais derrière, en fait, il y a beaucoup d'aspects très différents. C'est simple, ça permet en fait de prendre du recul sur son dispositif actuel et d'identifier en fait des voies d'amélioration. Même si jamais vous ne faites pas le pas, au moins vous aurez analysé ça. Et je pense qu'il faut garder en tête deux choses. Un, prendre le temps de tester effectivement et de bien préparer, indispensable. Et deux, c'est les outils qui vont vous aider à améliorer votre capacité à démontrer que vous avez un dispositif adapté. Voilà mais allez-y. Merci beaucoup, Benjamin. Florentin, un petit mot de conclusion? Alors, en message positif, je rejoins bien évidemment la vision de Benjamin. Allez-y. Allez-y, la digitalisation a encore de belles années devant elle. Il y a énormément de choses qui pourront pouvoir venir s'implémenter dessus. Je pensais notamment au blockchain, histoire de récupérer des documents plus rapidement. Moi, je finirais plutôt sur un conseil, finalement, j'ai déjà dit en début d'intervention, c'est vraiment de bien choisir son outil, de bien définir le processus, et surtout de choisir un outil qui correspond à ses besoins. L'outil doit s'adapter à la structure et à la politique des risques de chacun, et non l'inverse. C'est très clair et je pense plein de bon sens. Nabil, un petit mot de la fin? Je rejoins Benjamin et Florentin. Foncez, mais par contre, gardez l'humain au centre du dispositif parce que l'expérience terrain n'a pas de prix et c'est ça qui doit être implémenté par la technologie et non le contraire. Voilà, alors merci Nabil. Justement, il y a eu une question, voilà, alors rapidement, juste une question qui était sur l'automatisation des tâches à forte valeur ajoutée. La personne disait, bon, nous on a dit que ça restait côté humain parce qu'aujourd'hui les technologies qui sont sur le marché et puis surtout les dispositifs, la complexité des dispositifs de connaissance client font qu'on peut digitaliser et automatiser une partie, toute ou partie, mais que les régulateurs demandent quand même qu'in fine il y ait un regard humain. Donc, je pense que le message était plus celui-ci. Mais évidemment, si vous pouvez digitaliser l'ensemble du processus, tant mieux. Mais aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est plus de l'aide à la décision que vraiment une automatisation de bout en bout. Pour ma part, je mettrai un petit mot de la fin sur le fait que je pense qu'aujourd'hui, les compliance officers, et on l'a vu au travers des sondages, sont convaincus du fait qu'il faut aller vers la digitalisation. C'est plus une question de on a envie, pas envie. Je pense que ça devient presque une obligation. Évidemment, il y a beaucoup de technologies, de prototypes qui apparaissent en matière avec l'intelligence artificielle, mais ça permet de réduire drastiquement
va dire, le taux de faux positifs, le taux d'erreur, voilà, et c'est ça qui aujourd'hui est un problème majeur sur la connaissance client. Donc l'objectif, c'est que d'amener vos analystes ou les personnes qui travaillent sur la connaissance client à ne traiter que des vrais cas. Et je pense que le cas pratique, l'explication que nous en a donné Florentin est très parlant là-dessus. Un grand merci à nos trois speakers. Merci Florentin, merci Benjamin, merci Nabil. Merci à tous les participants. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Ce webinaire restera visible longtemps, donc n'hésitez pas à le partager. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir à tous. Merci David.